de lui du million de personnes désormais atteintes par le Covid-19. Chérie, ça va? Oui, ça va, chérie. J'ai signé. On est couvert. Avec l'assurance Leadway Protection, assurez à votre famille un soutien financier en cas de décès, d'invalidité ou de maladie grave, y compris Covid-19. Vous prenez soin de ceux que vous aimez, nous prenons soin de vous. Souscrivez à 9 900 francs par an et recevez 500 000 francs en cas de sinistre. Rejoignez-nous. Leadway Vie. « 20h à Abidjan, mesdames et messieurs, bonsoir. On fait tout de suite un point sur l'actualité. À la une ce soir, un autre point sur le coronavirus. Le point de ce lundi 1er juin fait état de 73 nouveaux cas, 470 échantillons prélevés, 34 guéris et 0 décès. Tous les détails dans ce 20h. Ensuite, le point de presse quotidien du gouvernement sur la Covid-19 nous conduit à Assini. Information essentielle, aucun cas de coronavirus dans cette station balnéaire, mais le conseil municipal ne baisse pas la garde. Et en cette période de coronavirus, le directeur général du commerce intérieur fait le bilan du plafonnement des prix des produits de grande consommation. L'objectif affiché est clair. Voici la décision du gouvernement est respectée sur le marché. Nous allons faire le constat ensemble dans ce 20h. Et puis dans cette édition également, nous allons vous donner les résultats de l'enquête de l'Institut national de la statistique sur l'évolution de la pandémie au niveau des ménages et des entreprises. Bienvenue dans votre 20h. Ce journal sera une fois encore marqué ce soir par les actions de lutte contre la Covid-19. On commence déjà par le point du jour. Ce mardi 2 juin, on note 73 nouveaux cas, 470 échantillons prélevés, 34 guéris et 0 décès. Je vous propose de suivre le point du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mardi 2 juin 2020, 73 nouveaux cas de Covid-19 sur 470 échantillons prélevés, soit 15,5% de cas positifs, 34 guéris et 0 décès. À la date du 2 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 3024 cas confirmés, dont 1501 personnes guéries, 33 décès et 1490 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 28 120. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que la pandémie n'est pas terminée. Il rappelle aux populations que le virus est là, dans notre pays, et que nous devons rester prudents. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle à la responsabilité et au civisme de tous afin de respecter les mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon, le port obligatoire du masque dans les espaces publics pour vous protéger et protéger les autres. Dès l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Voilà, je précise que le point de ce mardi 2 juin fait état de 73 nouveaux cas, 470 échantillons prélevés, 34 guéris et 0 décès. Le point en Afrique de l'Ouest, Ghana, 8297 cas confirmés, 38 décès. Burkina Faso, 881 cas confirmés, 53 décès. Guinée, 3844 cas confirmés, 23 décès. Libéria, 311 cas confirmés, 28 décès. Mali, 1315 cas confirmés, 78 décès. Et dans le monde entier, 6 325 303 cas confirmés, 377 460 décès.
Il faut donc éviter une flambée des prix au moment où la pandémie à coronavirus fait des victimes. La solution trouvée par le gouvernement ivoirien est le plafonnement des prix de certains produits de grande consommation. Le directeur général du commerce intérieur fait donc son bilan. Le reportage de Jean-Luc Bangbo. 16e commune du Grand Abidjan à accueillir ce point de presse quotidien du gouvernement quant à la gestion de la Covid-19, la cité balnéaire d'Assini, riche de ses 16 villages et de ses 20 000 habitants. Pour protéger ces 20 000 habitants, la municipalité de la ville n'a pas lésiné sur les moyens et dispositions, en plus de ceux pris par le gouvernement. Un arrêté municipal a été pris, ordonnant la fermeture de tous les hôtels et plages, l'interdiction des excursions et baignades sur le plan lagunaire, ainsi que l'interdiction de circulation des engins roulants sur les plages. En outre, les dispositions de régulation du transport terrestre ont été étendues au transport lagunaire. Hippolyte Ebaniche, maire d'Assini, a également informé que des actions de proximité ont été engagées avant de saluer la discipline les populations d'Assini pour ce qui concerne le respect des mesures barrières. Les populations ont été informées et sensibilisées à l'application des mesures barrières à tous les niveaux. Au niveau de la royauté, dans les villages, auprès des guides religieux, des chefs de quartier, des guides touristiques, des responsables d'hôtels, syndicats transporteurs, etc. 2 messages de sensibilisation en français et en langue locale ont été diffusés dans la radio locale et dans les haut-parleurs. Le commissaire Bleu Charlemagne a tenu à faire une précision importante concernant la gratuité de l'autorisation de sortie d'Abidjan. Laissez-passer, notamment ce qu'on appelle laissez-passer, mais qui est l'autorisation de sortie du Grand Abidjan, sont délivrés gratuitement. La fiche est barrée, ce document est gratuit. Les salutaires allègements survenus les 7 et 14 mai derniers doivent, pour être durables, s'accompagner, comme d'ailleurs ici à Assini, de volonté de chacun et de chacune de nous, dans l'observation citoyenne des mesures sécuritaires et sanitaires en vigueur, notamment, premièrement, le maintien de la fermeture des bars, boîtes de nuit, salles de cinéma et spectacles. 2. Le maintien de l'interdiction de la pratique du sport collectif, tant dans les écoles, collèges, universités, qui ouvrent heureusement leurs portes, que partout en Côte d'Ivoire. 3. Le maintien de la fermeture des plages avec son corollaire, sinon leur corollaire d'attroupement et autres convois exclusifs avec surnombre de passagers. 4. Le maintien de la mesure d'isolement du Grand Abidjan, qui inclut Assini. Sur le plan sanitaire, les populations d'Assini ont été encouragées à maintenir cet esprit de discipline afin de prévenir tout risque de contagion. Des activités qui commencent à reprendre progressivement, les hôtels sont ouverts. Donc nous voulons que cette population maintienne ce qu'ils ont déjà si bien commencé, pour ne pas qu'un foyer parte de Assini. Cité balnéaire, Assini, à ce jour, ne compte aucun cas déclaré positif au coronavirus. Voilà, c'était plutôt le point de presse quotidien du gouvernement sur la Covid-19 à Assini. Information essentielle, aucun cas de coronavirus dans cette station balnéaire. Reportage signé Herman Guivet. On revient maintenant sur le point du directeur général du commerce intérieur, point relatif au plafonnement des prix des denrées alimentaires. Un reportage de Jean-Louis Bangbo. C'est le 29 avril dernier que le décret de plafonnement des prix de certains produits de grande consommation est entré en vigueur. Avant d'entamer la phase de répression contre les contrevenants, le directeur du commerce intérieur a fait le point de la sensibilisation revenant sur les pratiques spéculatives dans le contexte de la pandémie à coronavirus. Sur le prix de vente du riz, nos services ont constaté une hausse qui oscillait entre 3 et 30%. Des hausses de l'ordre de 6,7% à 20% pour l'huile de palme raffinée.
La tomate concentrée, sur les formats de 370 et 400 grammes, connaissait une hausse qui oscillait entre 13 et 25%. Quant au gel hydroalcoolique, les hausses allaient de 45 à 300%. Le directeur du commerce intérieur a réaffirmé la volonté des agents contrôleurs à faire front contre ces pratiques et à faire appliquer la loi. Le non-respect des prix maximaux fixés par décret constitue une infraction qualifiée de pratique de prix illicite, punie d'une amende de 100 000 francs à 50 millions de francs CFA. Les marchandises, objets de l'infraction, peuvent faire aussi l'objet de saisie. Il peut également être procédé à la fermeture des commerces des contrevenants. Déjà, 694 opérateurs économiques ont été sanctionnés à des amendes pécuniaires pour non-respect des mesures d'encadrement du prix du gel hydroalcoolique. La traque s'étend à compter de ce jour au commerce de riz, du sucre, de l'huile de table, de la tomate concentrée et de la viande. En attendant, le ministère du Commerce a distribué aux associations de commerçants et des consommateurs qui ont pris part à cette conférence des lots de cache-nez. Quel impact de la COVID-19 sur les ménages et les entreprises? L'Institut national de la statistique, avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement, a rendu public les résultats de l'enquête sur le sujet. La restitution avec Cheikh Koné. Il ressort de cette étude que le revenu annuel des chefs de ménage a subi une baisse moyenne de 47,2% et le nombre supplémentaire de ménages passés en dessous du seuil de pauvreté est de 1 375 151 ménages. En outre, 78,8% des chefs de famille disent être affectés par les mesures de confinement, quand 96% des acteurs du secteur informel ont vu leur activité fortement réduite. Ces résultats constituent une base solide pour renforcer notre appui au gouvernement dans la mise en œuvre du plan de réponse socio-économique à travers un meilleur ciblage, ainsi que l'affinement et l'actualisation des critères d'éligibilité au fonds de solidarité, au fonds d'appui au secteur informel et au fonds d'appui aux petites et moyennes entreprises dans un souci d'équité et de ne laisser personne de côté. Sur la question des emplois, l'enquête révèle que dans le secteur moderne formel, 23 000 emplois ont été temporairement détruits au mois d'avril avec une projection de 131 000 pertes d'emplois à fin décembre 2020. Un sombre tableau qui interpelle. Cette vulnérabilité des ménages et des entreprises, exacerbée par la pandémie, s'estompera au fur et à mesure que les mesures prises par le gouvernement produiront leur effet. Nous sommes donc dans une situation très conjoncturelle. Le Programme des Nations unies pour le développement PNUD a à cet effet dégagé une enveloppe de 500 millions de francs CFA dédiée à des activités de relèvement en soutien au plan de riposte. La ministre du Plan et du Développement a salué l'initiative de l'Agence des Nations unies. Vos appuis multiformes à la réalisation de ces études et votre présence distinguée ce matin sont le témoignage éloquent de l'engagement de votre institution à lutter aux côtés du gouvernement contre la pandémie à coronavirus. L'étude a été réalisée auprès de 806 chefs de ménage, 468 chefs d'unités informelles et 304 entreprises du secteur formel. Les impacts de la COVID-19 sur notre économie, des entreprises en difficulté de trésorerie, l'appui de l'État annoncé et pourtant les licenciements se poursuivent, se dirige-t-on vers une crise de l'emploi? Comment l'anticiper? Tout à l'heure, après ce journal, ministère de l'Emploi, patronat, syndicats et économistes se retrouvent sur le plateau du débat avec Lanciné Fofana. Le Fonds national de lutte contre le sida a fait don de 6 000 kits alimentaires et d'hygiène aux personnes vivant avec le VIH, notamment dans le Grand Abidjan. Coût global, 135 millions de francs CFA. On fait le point avec Salimatou Dia. Face aux effets socio-économiques de la COVID-19, les personnes vivant avec le VIH reçoivent le soutien du Fonds national de lutte contre le sida, qui leur a fait don de kits alimentaires et d'hygiène à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Avec votre caution, Monsieur le ministre, le Fonds national de lutte contre le sida met à disposition ce jour 3 000 kits alimentaires et 3 000 kits hygiéniques d'un coût total de 135 millions
composé de denrées de première nécessité pour le soutien du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique aux personnes vivant avec le VIH. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à son tour, va soulager ces personnes, notamment les plus indigentes, à travers les réseaux d'ONG engagés dans la lutte contre le sida. Le soutien du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers le Fonds national de lutte contre le sida est la preuve que les personnes vivant avec le VIH-Sida font partie de nos préoccupations, car elles font partie des populations à risque accru face à la menace de la COVID-19. Nous allons donc continuer à rechercher les moyens de protéger le plus grand nombre d'entre elles. Il soit donc ces kits alimentaires et hygiéniques que vous mettez à disposition de toutes ces personnes qui en ont besoin soient distribués par vos soins. Conscient que le nombre de kits reste insuffisant pour plus de 28 000 personnes vivant avec le VIH encadrées par les réseaux au niveau d'Abidjan, le Fonds national de lutte contre le sida a engagé le plaidoyer auprès du comité de gestion du Fonds spécial de solidarité Covid-19 afin d'obtenir davantage de moyens pour couvrir le maximum de personnes vivant avec le VIH. Élan de solidarité, l'entreprise Pierre Fakouri offre des équipements sanitaires, valeur plus d'1 milliard de francs CFA, nous dit Noël Niagno. L'entreprise de bâtiments et de travaux publics PFO, Pierre Fakouri Operator, a décidé de s'inscrire en bonne place dans l'élan de solidarité nationale en cette période de crise sanitaire. Elle a réalisé entièrement un centre de dépistage de proximité et l'a équipé. Depuis que la crise a commencé, le groupe a été mandaté en urgence pour construire des centres pour pouvoir abriter à peu près 400 lits. Dans toutes les zones où le groupe a intervenu, le groupe a appuyé les populations, soit en vivre ou en non-vivre. De plus, l'entreprise Pierre Fakouri Operator a décidé d'offrir divers équipements sanitaires. 1,3 million de masques que nous avons pu rassembler, ainsi que 10 pick-up, 500 thermomètres infrarouges, 2 respirateurs médicaux, 200 lits médicaux et de nombreux consommables pour les équipes soignantes, tels que des blouses, des draps, des chaussures, des tabliers, des pyjamas, des casaques ou encore des chaussures médicales. Le tout pour une valeur de plus de 900 millions de francs CFA. Et comme si cela ne suffisait pas, l'entreprise a fait un don en espèces de 200 millions de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Total de la contribution de l'entreprise Pierre Fakouri Operator, 1,1 milliard de francs CFA. Une contribution saluée par le ministre de l'Économie et des Finances pour sa pertinence dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Je me félicite de la remise des dons de ce jour. Cet apport contribuera à financer le plan sanitaire ainsi que des actions impactant directement la vie des populations ivoiriennes en vue de la maîtrise de la propagation de la maladie et soutenir les couches les plus vulnérables. Adama Koulibaly, ministre de l'Économie et des Finances, a par ailleurs rassuré les responsables de l'entreprise quant à l'utilisation efficiente de ces dons. Et toujours dans le même élan, le ministre de la Communication et des Médias, aux côtés des restauratrices de Sakassou et de Béomi, Sidi Touré a fait don de 2 millions de francs CFA aux associations dans le cadre des actions de riposte contre la COVID-19. Reportage Kwadio Kwame. Le ralentissement des activités dans le secteur de la restauration a été une des conséquences de la COVID-19. À l'intérieur du pays, notamment à Béoumi et Sakassou, pour les restauratrices, l'heure était au désespoir avant la levée des restrictions. Les clients ne sont pas habitués à prendre les repas et puis les emporter. Ils nous posaient la question de savoir, mais vous nous donnez les repas, on va aller s'asseoir où pour manger? Et quand ils s'asseyent aussi, le commissariat est à nos trousses. Donc on ne pouvait pas vendre. On était à la maison pendant tout ce temps, bon, c'était difficile. En plus, moi je suis diabétique, donc je n'arrivais pas à payer mes médicaments. Joie indicible donc des restauratrices à l'issue de la rencontre avec le ministre de la Communication et des Médias, cadre de la région de Gbeke. Les restauratrices viennent ainsi de bénéficier de la part du ministre Sidi Touré d'1 million de francs CFA par association des restauratrices des départements de Béoumi et Sakassou.
Que Dieu bénisse le gouvernement et tous ceux qui ont vraiment pensé à nous, parce que tout était centré au niveau d'Abidjan. Pour le donateur, il s'agit d'encourager ces tenancières des restaurants dans la relance de leur activité. D'autant plus que les mesures de restriction étaient pour la plupart levées. Nous avons contribué à accentuer ce message de sensibilisation. Donc je pense que ce message a été bien reçu. Nous avons aussi apporté notre solidarité aux femmes tenancières de maquis qui ont été fortement impactées par les différentes mesures de restriction. La rencontre du ministre de la Communication et des médias avec les restauratrices a été suivie d'une séance de rappel des mesures barrières contre la maladie à coronavirus. Un autre don en cette période de Covid-19, c'est celui du maire de Tengrela. Il a offert 200 dispositifs de lavage de mains, de masques et 10 tonnes de vivres à sa population. Les détails avec Ami Sissoko. 10 tonnes de produits alimentaires, du gel hydroalcoolique, de l'eau de javel et 200 dispositifs de lavage de mains. C'est le don du maire de Tengrela, Bakari Balo, à sa population, avec la contribution de ses partenaires en vue du respect des mesures barrières contre la Covid-19. Ce que nous voulons dans le département de Tengrela et pour toute la Côte d'Ivoire, c'est que les bonnes pratiques qu'on nous demande d'observer maintenant restent des pratiques de notre vie de tous les jours après que la maladie ait disparu. Nous allons sillonner autant qu'on peut l'école pour sensibiliser, les responsables religieux pour sensibiliser et surtout pour leur donner des moyens pour se prémunir contre la maladie à travers les dispositifs de lave-mains. Il y en aura suffisamment pour toute la commune de Tengrela, que la population soit rassurée. Principaux bénéficiaires, les édifices religieux, les couches défavorisées, les centres de santé et les établissements scolaires. C'est vraiment une bouffée d'oxygène parce que nous avons un grand nombre d'élèves et il faut vraiment mettre en place le dispositif sanitaire et que nous avons dans les conditions minimales d'apprentissage pendant ce moment de pas mesure de la pandémie. Ces produits que nous venons de recevoir, le service en a besoin au niveau de la frontière, le service en aura besoin pour ce que nous allons faire à l'entrée ou bien à la sortie de Tengrela. Et souvent aussi les populations, quand elles veulent faire des réunions, sont obligées de solliciter l'INHV pour ces mêmes produits. Donc nous accueillons ces produits avec beaucoup de joie. Tout en saluant l'acte posé, le préfet du département de Tengrela, Cyril Ambroise Diomandé, a demandé à tous de veiller au strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Une autre vague de distribution de vivres et non-vivres est prévue par le maire Bakari Balo dans la commune de Tengrela les prochains jours. Retour ici à Abidjan où la caravane de solidarité de Génération Gagnante a fait aussi des dons aux étudiants restés en cité en vue de leur permettre de faire face aux effets de la Covid-19. La suite avec Mamadou Kouassi. Génération Gagnante aux côtés des étudiants des cités universitaires d'Abidjan. Après différentes couches sociales de la société, c'est le tour des étudiants de bénéficier de la solidarité et de la générosité de cette structure, dirigée par Lansine Diaby. Génération Gagnante remet des vivres et des non-vivres pour permettre aux étudiants de prendre une part active dans ce combat commun. Un don qui vient soulager une population étudiantine déterminée à casser la chaîne de contamination. Nous sommes constamment dans la sensibilisation pour l'éradication de ce phénomène, ce fléau-là. C'est un grand merci que l'ensemble des organisations étudiantines voudraient adresser à Génération Gagnante et leur dire que nous sommes encore ouverts pour la suite de la campagne pour les cités de Boaké, de Korogo et de Daloa. Conduisant la délégation de Génération Gagnante, Noël Kofi Maïzan, secrétaire général de la structure, a invité le monde étudiantin au respect des mesures barrières. Les étudiants d'aujourd'hui sont les cadres de demain. Il faut protéger cette frange de la population-là qui n'ont pas les mêmes moyens que nous aujourd'hui. Nous sommes passés par là, nous connaissons les problèmes qu'ils ont. Nous sommes donc venus apporter notre contribution. Génération Gagnante a indiqué que ce don constitue le début d'une série d'actions au profit des étudiants de Côte d'Ivoire afin de faire face aux effets de la Covid-19. Et ce don de sang du personnel des institutions de la République, lancement de cette opération avec Éric Goré. Le personnel du ministère chargé des institutions de la République donne son sang pour sauver des vies. Le lancement de cette opération a lieu dans le dit ministère pour approvisionner conséquemment
le Centre national de transfusion sanguine de ce précieux liquide. C'est la réponse à la demande du CNTS il y a quelques jours. Nous avons souhaité inviter les Ivoiriens à faire ce geste qui donne la vie, c'est-à-dire donc le don de sang. Et qui de mieux que les institutions de la République pour donner l'exemple. C'est pour cela que nous avons suggéré aux institutions d'organiser donc une opération de don, et c'est ce qui est en cours. Je crois que la Chambre des rois et chef a fait son opération le mercredi. Donc aujourd'hui, c'est nous, les autres institutions sont en train de se préparer pour recevoir la banque de sang. Et notre attente, c'est que toute la population ivoirienne, en tout cas tous ceux qui vivent sur le sol ivoirien, adhèrent à cet élan de solidarité que vient de poser et lancer M. le ministre, et dire que jusqu'à présent, aucune molécule synthétique ne peut remplacer le sang. Une procédure simple et sans douleur. L'opération se fait à jeun. Et j'aimerais inciter la population ivoirienne de donner son sang. Donner son sang, c'est faire œuvre de citoyenneté. Et je pense que chaque citoyen de ce pays devrait au moins donner son sang au moins une fois dans sa vie. En cette période de menace du Covid-19 et de récurrents accidents de la circulation enregistrés ces derniers jours, donner son sang est un acte citoyen selon les organisateurs. L'autre actualité ce soir concerne les travaux de renforcement en eau potable, travaux lancés dans la région de la Bagoué, précisément à Zaguinasso, dans le département de Kouto, par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné. Le projet va à terme permettre d'améliorer l'accès à l'eau potable de plus de 6 000 personnes. Coût du projet, plus de 135 millions de francs CFA. Les détails avec Ami Sissoko. Bagoué. De l'eau potable bientôt à portée de main pour les habitants de Zaguinasso, dans le département de Kouto. Les travaux lancés par le ministre Bruno Nabagné-Koné, par ailleurs, député de cette circonscription, vont permettre de remplacer le système d'hydraulique villageoise amélioré par un système d'hydraulique urbaine. Les travaux consistent à la réhabilitation du forage actuel, à la réhabilitation du château d'eau, avec la construction d'un local de traitement au château d'eau. Ensuite, après la réhabilitation au forage et au château d'eau, nous allons procéder à une extension du réseau de canalisation dans le village d'à peu près 6 km. Avant, pour avoir de l'eau potable, c'était un calvaire. Il fallait parcourir des kilomètres. Ce projet est un énorme soulagement et nous permettra de vaquer à d'autres occupations. Aussi, cela permettra à nos jeunes filles de se consacrer à leurs études, car la recherche de l'eau leur était dévolue. En cette période de la Covid-19 où avoir de l'eau en permanence est nécessaire pour le lavage des mains, ce sont plus de 6 000 habitants qui seront servis en eau potable contre 4 000 pour l'ancien système. Un projet qui s'inscrit dans le programme social du gouvernement. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, le président Alassane Ouattara et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, vision qui est d'améliorer les conditions de vie de nos populations sur tous les plans. La scolarité, santé, routes, électricité, eau potable. Ce projet va permettre d'améliorer les conditions de vie des populations de Zaguinasso, de contribuer à l'éradication des maladies d'origine hydrique. Cela va également réduire les corvées d'eau de nos femmes, des enfants, des jeunes filles. Les travaux de renforcement de desserte en eau potable de Zaguinasso vont durer 4 mois. Ils sont financés par le Fonds de développement de l'eau à plus de 135 millions de francs CFA. Inauguration du poste de police frontière de Tiefenzo dans le département de Minian et remise d'équipements sanitaires pour lutter contre la propagation du coronavirus. L'Organisation internationale pour les migrations appuie l'État de Côte d'Ivoire à travers ce projet pour une gestion efficace des frontières. Le compte rendu de notre correspondante Ève Boué.
Le poste de police frontière de Tiefenzo, département de Minignan dans la région du Folon, inauguré par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé. Il a pour mission de relever les défis sécuritaires transfrontaliers entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Ce qu'on y gagne, c'est les perspectives de se mettre ensemble pour lutter contre tout ce qui est fléau, l'immigration clandestine, la grande criminalité, le terrorisme, tout ce qui peut être source de chagrin pour nos populations. Et justement, les populations impactées de part et d'autre de la frontière se réjouissent de la mise en service de ce poste. Le poste frontière qu'on vient d'inaugurer tout de suite ne fait que renforcer notre sécurité. Vraiment, en tant qu'élu, je suis là à côté de mes collègues ivoiriens pour les accompagner et pour partager la joie avec eux. La première sous-préfecture même du Mali qui est collée à notre village a été attaquée l'année dernière. Donc dire aujourd'hui qu'il y a un poste ici, c'est rassurant pour nous. On est tellement content d'avoir un poste frontalier ici pour pouvoir faire la sécurisation de la Côte d'Ivoire. Partout où nous avons eu la présence statique vraiment de nos forces, la sécurité a été toujours de mise. Donc c'est un ouf de soulagement pour nos populations. Je dis à la population de respecter les forces de l'ordre qui seront ici, parce qu'ils sont là pour leur sécurité, mais ils sont là aussi pour faire respecter la loi. Donc ils respectent les forces de l'ordre qui seront vraiment à Tiefenzo. L'édifice comprend un bâtiment administratif, une salle radio, un bureau pour le chef de poste, 2 vestiaires, 2 chambres de sûreté, entre autres. Il est réalisé dans le cadre du projet « Renforcer la sécurité et la cohésion sociale aux frontières de la Côte d'Ivoire » dénommé Recibo. Un projet mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, avec un financement du Japon à hauteur de plus de 576 millions de francs CFA. En marge de cette inauguration, un lot d'équipements sanitaires a été remis aux agents pour la lutte contre la propagation du coronavirus. Une remise due à un projet financé par l'Allemagne. Le poste de police frontière de Tiefenzo est le 6e poste du genre construit par l'OIM et le 2e financé par le Japon. On ouvre le chapitre politique par la région du Poro. Le ministre de la fonction publique Issa Coulibaly invite les militants RHDP à se faire enrôler. Le coordonnateur régional du Poro a échangé sur la question avec les comités de base. Le reportage d'Ami Sissoko. À quelques jours de la révision de la liste électorale, le RHDP affûte ses armes pour la présidentielle 2020. Dans le Poro, le coordonnateur régional RHDP, le ministre Issa Coulibaly galvanise les structures de base. Au centre culturel de Korogo, coordonnateurs départementaux, communaux, sous-préfectoraux et structures spécialisées du RHDP sont instruits sur l'ensemble du processus électoral. Nous avons 4 433 comités de base, 499 sections. Ils aillent sur le terrain, faire un encadrement de proximité, mobiliser nos parents, les populations, afin que chacun se fasse établir les papiers, envahir les centres d'enrôlement pour faire en sorte que chacun puisse avoir son certificat de nationalité et pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Pour le ministre Issa Coulibaly, la base du parti doit être la cheville ouvrière de la victoire du candidat Amadou Gon Coulibaly du RHDP à la présidentielle d'octobre 2020. 219 000 personnes pour la région du Poro qui ont 18 ans et plus sont à inscrire sur la liste électorale. Au niveau de la jeunesse, nous étions déjà prêts. Mais nous sommes encore plus renforcés dans notre dynamique par ce message que nous venons d'entendre. Nous allons faire, pas du porte-à-porte, mais du corps à corps. Nous allons aller vers chaque individu pour faire en sorte que cet individu-là puisse comprendre la nécessité de participer au processus électoral qui définit donc le choix de celui qui est appelé donc à diriger la Côte d'Ivoire. Au cours de cette rencontre, le ministre Issa Coulibaly n'a pas manqué de rappeler le respect des mesures barrières pour éviter toute propagation du coronavirus dans le Poro. Même message dans le Moronou. Le coordonnateur régional, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli, engage les jeunes à se mobiliser pour les opérations d'enrôlement en vue de garantir la victoire du parti en octobre prochain. Alessise Ouedraogo. La jeunesse RHDP du Moronou se mobilise. Samedi, elle a procédé à sa rentrée politique qui donne le top départ de ses activités sur le terrain. Notre engagement doit être motivé par le sens de l'union, de la responsabilité, de la modération dans nos actes
afin d'attirer le maximum d'imbéciles et d'autres jeunes de l'opposition. Présent à cette rencontre, le président national de l'Union des jeunes du RHDP d'Ascenso a insisté sur la nécessité d'une bonne organisation au sein de la jeunesse dans la région, avec à la clé un enrôlement massif. Pour Robert Kragbé, directeur exécutif adjoint jeune du RHDP, il est l'heure de vendre l'offre politique du parti. Au nom de la direction exécutive du RHDP, professeur Justin Goran-Kofi, directeur exécutif adjoint, a exhorté la jeunesse aussi au rassemblement, mais surtout à la culture de la paix. La vision du RHDP, c'est une vision d'un héritage qui se rassemble en un triptyque, à savoir l'éducation, la formation et l'emploi des jeunes et des femmes. Parrain de la cérémonie, le coordonnateur régional du RHDP Moronou, nouveau coordonnateur du Grand Centre Théophile Awandoli, a engagé les jeunes au travail. Vous devez acquérir vous-même, entre vous, pour ceux qui n'en ont pas, et aider les autres, et surtout les nouveaux majeurs, à acquérir les documents administratifs, à savoir les certificats de nationalité et autres. Il vous faut également participer activement à la révision de la liste électorale pour vous inscrire et sensibiliser nos militants en permanence. Je vous conjure, jeunes du RHDP du Moronou, à ne point céder aux provocations et à tous ceux qui, aux abois, inventent des histoires et des diffamations. Il a surtout invité les adversaires politiques au bon ton. S'il vous plaît, ne faites pas ressurgir ce qui a fait tant de mal à notre pays par le passé, à savoir les idéologies ivoiritaires et les délits de patronyme. Je tiens à raffirmer ici et maintenant ma fidélité légendaire au président Alassane Ouattara, au vice-président Daniel Kablan Duncan. Ma détermination, je la réaffirme pour faire gagner au premier tour le candidat du RHDP, le Premier ministre Amadou Gor Coulibaly. Les jeunes ont reçu des motos, ordinateurs et tablettes en vue de faciliter leurs tâches de sensibilisation sur le terrain. Les militants RHDP du département de Biankouma dans la région du Tonkbi ont désormais un bureau, un QG. Ce siège provisoire est un don du diplomate Claude Saï, fils de la région. Il a en outre financé la construction d'un centre de santé dans son village natal de Dengouin à hauteur de plus de 15 millions de francs CFA. Le reportage de Gervais Kwasi du bureau régional de RTI, commenté par Eric Gori. Peuplé d'environ 3500 âmes, selon le dernier recensement de la population et de l'habitat, le village de Dengouin ne dispose pas de centre de santé. À des heures tardives, quand mes enfants sont malades, le plus souvent, c'est à l'hôpital général de Biankouma que je me rends, soit à 1h du matin, 2h du matin. Quand les enfants sont malades, on est obligé de louer les motos la nuit pour envoyer ça dans les centres de santé. Nos souhaits, c'est d'avoir un centre de santé à Dengouin. Le cri du cœur des filles et fils du village a trouvé une oreille attentive. L'un de leurs a décidé d'y bâtir un centre de santé comprenant une pharmacie, un dispensaire et une maternité dont le plan a été approuvé par les autorités sanitaires. Il lui reste encore 2 petits mois pour terminer les travaux de finition. Et puis, dès que nous terminons donc le centre de santé et la maternité, nous entamons aussitôt la construction du logement de l'infirmier et de la sage-femme. Mais déjà, le ministère de la Santé, à travers la direction départementale de la santé de Biankouma, a bien accepté de nous inscrire sur la liste des centres de santé qui doivent bénéficier d'une affectation d'un infirmier et d'une sage-femme. Avant cet acte de portée sociale, Claude Saï était à Biankouma pour la remise des clés d'un local devant servir de siège provisoire aux militants du RHDP qui lui ont témoigné leur gratitude. Autre sujet dans ce 20h, les événements douloureux de Yorobodi. Le village, vous le savez, a été le théâtre de violences entre populations. À l'origine de cette violence, la réhabilitation de la mosquée principale du village. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, qui séjournait à Bondoukou, a apporté son soutien à l'imam. Eman Niamien pour plus de détails. Après les événements douloureux du samedi dernier qui ont failli lui coûter la vie,
C'est à Bondoukou que le cheikh Mounirou Ouattara, imam principal de la mosquée de Yorobodi, et sa famille ont trouvé refuge. Informé de cette situation, le ministre Kobina Kwasi Adjoumani, qui était à une rencontre de son parti, le RHDP, à Bondoukou, est allé lui apporter son réconfort et lui témoigner son soutien. Il a aidé la Côte d'Ivoire, il a prié pour la Côte d'Ivoire. Beaucoup de gens sont venus le voir, il a prié pour eux. Il a un bon cœur, il n'est pas méchant. Et un tel monsieur qui connaît aujourd'hui les péripéties, il est de notre devoir de venir le soutenir, de venir dire de ne pas avoir peur, parce que Dieu est avec lui. Selon un témoin, cette violence inouïe qui a prévalu dans le village de Yorobodi est partie d'une incompréhension concernant la réhabilitation de la mosquée principale. Au départ, c'est le opérateur économique Ali Ouattara qui veut réhabiliter la mosquée parce que c'est son ami Elhadji Mounirou. Le cheikh même n'a pas voulu aussi qu'on casse la mosquée à cause de l'effort que les grands-parents ont fourni pour construire cette mosquée-là. Maintenant, il y a une autre tendance qui souhaiterait que, la mosquée, qu'on rase carrément la mosquée pour la reconstruire. Au départ, c'était ça. Mais à un moment, ça a commencé à dégénérer, soit disant que la mosquée, même si le cheikh ne veut pas qu'on détruise la mosquée, c'est que sûrement, il y a des fétiches qui y sont cachés. Ils disent que la mosquée les empêche d'évoluer, paraît-il. C'est leur version. Donc, c'est ce qui s'est passé. Bon, les chefs coutumiers du Barbo, le préfet, tous sont intervenus pour que la situation s'aplanisse. Donc, normalement, ça s'était aplani et même les travaux ont redémarré. Malheureusement, le vendredi, nous, on apprend qu'une délégation quittait Abidjan qui vient. Et quand ils sont arrivés, on commençait à tirer et à casser la mosquée carrément. Bilan de ces violences, 2 morts et plusieurs blessés selon le témoin. Le bienfaiteur Ali Ouattara, venu lui aussi apporter son soutien au cheikh Mounirou Ouattara, a déploré ces violences qui entourent l'acte qu'il veut poser. Je ne me suis pas levé pour aller faire mosquée là comme ça. Mais c'est mon nana qui m'a demandé de lui faire ces travaux-là. Donc, si vous voulez changement ou comment vous voulez faire, allez-y lui demander, il va vous dire. Les enquêtes ont été ouvertes pour situer les responsabilités. Le ministre Kobina Kwasi Adjoumani, qui était accompagné de certains cadres et élus de la région, notamment le directeur général des douanes Pierre Da, a fait don au cheikh d'une tonne de riz, des pâtes alimentaires et d'autres vivres. Hors de nos frontières, aux États-Unis, 18 000 soldats de la garde nationale déployés dans 29 États pour faire face aux émeutes. Les manifestations se poursuivent après la mort par homicide de George Floyd. Cet Afro-Américain de 46 ans est mort lundi soir après avoir fait un arrêt cardiaque à cause de la pression exercée sur son cou par les policiers. C'est le résultat de l'autopsie d'un médecin légiste rendu public ce mardi. Et voilà, c'est la fin de ce 20h. Tout de suite après ce JT, le débat présenté par Lassine Fofana. Bonne soirée à tous.